Biya, moi je dis, il a gagné l'élection de 2018. Mais il a mal gagné. Il a eu 2 500 000 Camerounais. Sur une possibilité de 17 millions de Camerounais qui auraient pu s'exprimer. Il doit donc se sentir illégitime au milieu de ces Camerounais-là. Et tant qu'il est là, et tant que les Camerounais rejoignent la pensée de Hannah Arendt, où il n'y a pas de possibilité de gagner ou de vaincre, où on sait déjà qui va gagner, ils se tiendront à l'écart. C'est donc lui qui fait en sorte qu'il n'y ait pas de légitimité, pas de légalité. C'est lui qui fait qu'il n'y ait pas de légitimité dans une élection. Très bien. En s'en retirant, Pierre Blais. la conséquence sera une repolitisation des citoyens et alors une ouverture de jeu. Si Biya se retire là, il verra 17 millions de votants, c'est-à-dire de Camerounais qui seront prêts à exprimer leur vote. Et il verra un Camerounais qui sera élu avec plus de 8 millions de Camerounais qui l'auront voté. Merci Pierre Blériot pour votre regard. Je vais passer la parole au professeur. Il n'y a pas d'un côté la légalité et de l'autre côté la légitimité. La légalité est une forme de légitimité. Dans les légitimités, si on prend la typologie de Max Weber, c'est-à-dire le classement des légitimités de Max Weber, il y a la légitimité charismatique, où la légitimité est liée aux propriétés extraordinaires qu'aurait tel ou tel personnage. Il y a la légitimité traditionnelle, où la légitimité est liée à l'existence d'un ordre traditionnel qui sert en fait de fondation institutionnelle à un système. Il y a la légitimité patrimoniale, dans laquelle il y a un élément qui relève de la légitimité charismatique et de la légitimité traditionnelle. Et il y a la légitimité légale rationnelle, c'est-à-dire qui est précisément fondée sur ce que Weber appelait le droit rationnel. Donc, le débat légitimité contre légalité est un... Doit-on absolument exclure une candidature, même si elle jouit de toute sa légalité? Déjà, je ne suis pas d'accord avec une partie de l'analyse du professeur Mathias. C'est de votre droit. Concernant le rapport entre la légalité et la légitimité, quelque chose peut être légal et illégitime. Tout à fait. Par exemple, vous pouvez aller dans le buisson, aller établir un acte de mariage. Cet acte n'est pas légitime. Donc le mariage n'est pas légitime. Vous pouvez, oui, il peut être, vous pouvez aller rencontrer un officier d'état civil, il vous signe un document, on vous dit c'est un document légal, mais forcément. Et deuxième chose, c'est que le professeur Mathias ne se rassure pas s'il y a légalité effectivement dans l'acte légal. Parce que l'acte légal peut être illégal. Ce qu'il considère de l'acte légal. Il y a par exemple, au niveau de la candidature, sur la question de la candidature du président Paul Biya, le professeur Jacques Pamondongo a évoqué la légalité inhérente. Cette légalité inhérente-là est discutable. Et est même discutée, peut-être pas publiquement, mais elle est discutable parce que le président de la République, l'article 27 des statuts du RDPC, il est le candidat naturel, forcément. Mais seulement, il faut se poser la question simple. Est-il encore le président national du RDPC? Alors, on peut apporter un autre débat. Hein? Voilà, donc on peut revenir. Si on s'en tenait uniquement à la loi, il est évident qu'à partir du moment où la loi n'a pas fixé une limitation d'âge pour être candidat à une élection présidentielle, le problème ne se pose pas. Que le président de la République, au niveau de l'âge, même s'il a à 99 ans, s'il voulait encore se représenter à l'élection d'après, il pourrait se représenter. Merci beaucoup. Mais tel n'est pas le sujet. Le problème, c'est qu'est-ce qu'il fera de ce mandat? Quand tu regardes dans le passé, tu vois la décrépitude dans laquelle on peut être aujourd'hui. Un Cameroun qui a été laissé à l'abandon avec les problèmes de tribalisme, de corruption, de népotisme, de favoritisme, de clientélisme et autres. Vous vous dites, ce bilan-là, lorsque vous n'avez pas, le président de la République a été élu, il avait 47 ans. Il avait 47 ans quand il est devenu président de la République. 49 ans, d'accord. Si à cet âge-là, il n'a pas pu faire quelque chose qui pouvait être je veux dire, qui pouvait permettre selon Maître Assira, le bilan du président Paul Biya est catastrophique, c'est ça? L'Église catholique l'a dit. Je pense non, Maître Assira n'est pas l'Église catholique. Il parle en son nom. Le président de la République a répondu à votre question. Qu'est-ce qu'il a dit? Le 31 décembre. Il a dit que dans son bilan, il y a beaucoup de choses qu'il aurait pu modifier, qui auraient pu être changées. Et il les a citées. Et au jour où je vous parle,
on se demanderait s'il n'a pas pu le faire du temps où il avait la plénitude de ses moyens physiques. Parce qu'on peut parler, gloser à l'infini sur la loi. Je vais dire que la nature est également une loi. Voilà, donc la nécessité, la nature ne s'est peut-être pas écrit. Mais il y a une grande confusion entre la délégation des signatures et la délégation de pouvoir. On a l'impression que c'est lui à qui on a délégué la signature a finalement récupéré le pouvoir. Et si on revient sur ce que nous, les en bas constatons de la gestion de l'État par le président Paul Biya, on va se référer au dernier communiqué de la conférence épiscopale. On va dire que, bon, 2 évêques, 3 évêques avaient parlé, mais là, c'est quand même la conférence épiscopale, sauf à dire que tous les évêques, cette fois-ci, se sont assis pour faire mal à Paul Biya ou pour dire au peuple camerounais que à vous de prendre vos responsabilités. Je vais utiliser les termes du communiqué des évêques. Les évêques parlent de la situation dramatique du pays. Ça, ce sont les expressions. C'est la conférence épiscopale qui parle comme ça. Les gens attendaient ça. Voilà. Ils disent la paupérisation affligeante et scandaleuse, la précarité grammatique, la corruption et le vol généralisé. Quelque part, il revient sur des projets vides. Docteur, ça, ce sont des expressions. Docteur, est-ce que les évêques sont un baromètre de la vie de la nation? Première question, est-ce que les évêques ont été mandatés par le peuple camerounais de parler à leur nom? Si les évêques ne peuvent pas être considérés comme des leaders communautaires, je crois qu'il faudra peut-être aller en crier au paradis pour les envoyer ici au Cameroun. Est-ce que chaque Camerounais se reconnaît en l'Église catholique? Au départ, c'était 2, 3 évêques. On estimait que ce n'était pas l'Église catholique. Maintenant, on vous dit que c'est l'ensemble de tous les évêques. On pose encore notre problème. Entre-temps, est-ce que les musulmans, eux, ils ont donné leur avis? Maintenant, est-ce que les témoins de Jéhovah ont donné leur avis? Mais je crois que c'est déjà la plus grande communauté. Est-ce que les pentecôtistes ont donné leur avis? Ça, c'est déjà important. Est-ce que les traditionnalistes ont donné leur avis? Enfin, si vous le permettez, je crois que c'est déjà important de reconnaître que la plus grande communauté religieuse au Cameroun reconnaît les contre-performances managériales graves du président Paul Biya à la tête de l'État. Alors, est-ce qu'après ce diagnostic, il serait vraiment conseillé à un citoyen chrétien de militer pour une autre candidature de Paul Biya à la tête de l'État? Quand vous venez sur des plateaux de télévision, enseignez que quelqu'un qui a 92 ans, qui a déjà travaillé 60 ans, vous qui n'avez pas encore travaillé 30 ans, vous venez dire que quelqu'un qui a travaillé 60 ans... Là, je termine. Est-ce que la loi permet à celui qui a travaillé... Nous avons déjà fini ce débat. C'est le débat des manipulateurs. Parce que l'Église, quand elle a parlé... Finalement, qu'est-ce que nous devons respecter en République? C'est la loi ou bien c'est la Bible? Deux choses à respecter dans une République. Oui. La loi, et au-dessus de la loi, la morale. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Ok. Alors, je termine. Non, attendez. Le président, ce que je voudrais que lire les messages. Femme Ndongo est l'un des plus chevronnés en termes de professorat au Cameroun et en Afrique. Il dit qu'il n'y a pas d'abonnés. Si les femmes Ndongo ne peuvent pas être abonnées, c'est de son droit. C'est une loi. C'est de son droit. C'est pour ça. Je vais clarifier ma pensée. Parfait Aïssi est journaliste. Si on demande à Parfait Aïssi, est-ce qu'il peut accepter de diriger la CRTV et qu'il dise qu'il n'a pas d'abonnés, je vais le gifler. Parce que tu es déjà qualifié pour le faire. Mais lui, du grand frère je dis que tu n'as pas demandé qu'on enlève Charles Ndongo. Mais si tu dis qu'il n'y a pas d'abonnés, ça veut dire qu'en dehors de Charles Ndongo, quand Charles Ndongo pourrait partir, la CRTV va rester à volo. Il y a des abonnés à l'intérieur du RDPC qui sont ostracisés.
Très bien. Docteur Monod, si vous nous retrouvez à l'instant, vous êtes en direct sur Info TV. Le programme, c'est Libre Expression. C'est la grande messe de tous les dimanches. La deuxième actualité dans le cadre de ce programme nous amène à parler purement de politique. Et nous avons pour prétexte la tenue de l'élection présidentielle programmée pour cette année 2025 au Cameroun, plus précisément en octobre. Pour l'instant, l'éventualité d'une candidature du président de la République, son Excellence Paul Biya, suscite plusieurs débats et fait couler beaucoup d'encre et de salive. C'est le débat justement que nous mettons justement sur cette table. Je vais d'abord passer la parole à Pierre Blériot-Niamec. Pierre Blériot-Niamec, une affaire en principe qui devrait être banale. Pourquoi on focalise autant d'attention sur la candidature du chef de l'État, son Excellence Paul Biya? Beaucoup, parce qu'il y a deux thèses qui s'affrontent. Deux thèses qui s'affrontent. Certains qui se disent légalistes, pensent que si jamais le président Paul Biya veut se présenter, cette candidature ne souffre de rien au regard de la constitutionnalité, de nos lois. Mais il y a une autre thèse qui pense que même si la loi autorise le président à se représenter, ce n'est pas bien que le président se représente. Je vous passe la parole entre ces deux écoles sur la candidature du président Paul Biya. Alors, j'aimerais bien pouvoir défendre la deuxième école, l'école légaliste, qui dit que si la loi autorise le président Paul Biya à se présenter, il n'y a pas de problème. Je réponds rapidement et de manière expéditive à cette école que si le président Paul Biya s'autorise à se présenter, puisqu'il est la loi, il y a eu un moment où la loi ne l'autorisait pas à avoir un autre mandat. Il a abrogé cette loi-là pour s'autoriser ce que la loi ne lui donnait pas comme... C'est en 2008. Voilà, donc il peut s'autoriser toutes choses. Pour rejoindre la deuxième école, je dis il y a deux problèmes. Il y a une professeure de politologie, Hannah Arendt, qui dit que ce qui a de passionnant dans la vie humaine, c'est la compétition. Mais cette compétition est d'autant plus passionnante qu'elle donne la possibilité aux gens de gagner ou de perdre. Quand on enlève cet aspect-là, la possibilité, vous allez à un concours. Qu'est-ce qui fait que les jeunes n'aillent plus faire des concours au Cameroun? C'est parce qu'on a enlevé ce charme de la compétition, la possibilité de gagner ou de perdre. On sait déjà qui va gagner. Vous allez compétir, vous êtes le meilleur étudiant, vos camarades savent que vous les battez à plate couture, mais eux, ils savent qu'ils vont gagner. Et vous savez que vous allez perdre. Cela enlève le charme. Parfois ici, si tu vas compétir maintenant à l'estique, je prends un exemple, tu risques de perdre. Tu comprends ça? Je comprends. Tu risques de perdre. Et un enfant que tu gères ici à la rédaction risque de gagner. Alors, voilà ce qui enlève le charme. Le système actuel et la candidature de Paul Biya dépolitisent les Camerounais. Il manque de légitimité. Pourquoi? Vous voyez le Tchad tout à côté, c'est à peu près 15 millions d'habitants, récemment 8 millions d'électeurs, avec une participation de plus de 6 millions d'âmes. Le Cameroun, c'est à peu près le double de la population tchadienne. Oui. 7 millions quelque chose d'inscrits, avec un président de la République aux dernières élections voté par moins de 3 millions de personnes. 2 500 000. Ici, c'est ça qu'on appelle la légitimité. Dans ces conditions, les politiciens devraient se poser des questions. Je veux dire que si vous êtes dans une réunion des Mbarkono, vous êtes 600 Mbarkono, il y a une élection, 50 Mbarkono votent un président. Est-ce que nous-mêmes ne se sentons pas mal avec 550 Mbarkono qui ne se sont pas intéressés au processus, mais qui demeurent des Mbarkono et qui assistent aux réunions des Mbarkono, qui lors d'une réunion peuvent l'attraper et les 50 autres personnes fuir avec eux dans la brousse? Vous voyez le problème? Est-ce que ces gens ne se posent pas de questions? En dépolitisant la société, ils ont créé une absence de légitimation de leur propre pouvoir. Biya, moi je dis, il a gagné l'élection de 2018. Mais il a mal gagné.
il a eu 2 500 000 Camerounais sur une possibilité de 17 millions de Camerounais qui auraient pu s'exprimer. Il doit donc se sentir illégitime au milieu de ces Camerounais-là. Et tant qu'il est là, et tant que les Camerounais rejoignent la pensée de Hannah Arendt, où il n'y a pas de possibilité de gagner ou de vaincre, où on sait déjà qui va gagner, ils se tiendront à l'écart. C'est donc lui qui fait en sorte qu'il n'y ait pas de légitimité, pas de légalité. C'est lui qui fait qu'il n'y ait pas de légitimité dans une élection. Très bien. En s'en retirant, Pierre Blériot. la conséquence sera une repolitisation des citoyens et alors une ouverture de jeu. Si Biya se retire là, il verra 17 millions de votants, c'est-à-dire de Camerounais qui seront prêts à exprimer leur vote, et il verra un Camerounais qui sera élu avec plus de 8 millions de Camerounais qui l'auront voté. Merci Pierre Blériot pour votre regard. Je vais passer la parole au professeur Ouanangini. Ce n'est plus un secret pour personne. Il est de l'école qui défend la légalité. Parce que Pierre il a Blériot, pu changer. Hein? Bon, là, je n'en sais rien. Une semaine, c'est beaucoup. Il nous le dira tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi vous voulez corrompre le professeur Ouanangini. Donc, professeur Ouanangini, des thèmes que vous utilisez, les thèmes que vous utilisez depuis une vingtaine d'années, nous avons d'un côté la légalité et de l'autre la légitimité lorsque nous parlons en ce moment de la candidature ou bien de l'éventualité d'une candidature du président Paul Biya. La légitimité, pas du tout. Ça, c'est un débat purement fictif. Il n'y a pas de légalité sans légitimité. C'est très Il n'y en a pas. Donc, c'est pas la légalité est une forme de légitimité. Il n'y a pas d'un côté la légitimité et de l'autre côté la légalité. Maintenant, les légitimités sont multiples et de tout type. Il ne faut pas penser que la légitimité, c'est nécessairement la légitimité populaire. Il y a la légitimité théocratique. Il y a la légitimité aristocratique, etc. Et nous sommes dans quelle forme, la professeur? Pierre Blériot, c'est là où le professeur Wona ne vous comprend pas. Non, attendez d'abord. C'est le maître. Non, Pierre Blériot, vous avez parlé tout à l'heure. Oui. Le professeur Wona vous a suivi avec grande attention. Permettez aussi au professeur Wona de parler en accord avec vous quand le professeur utilise des termes très techniques, légitimité théocratique, aristocratique. Il nous précise pour nous les gens d'en bas en bas comme quelqu'un. Non, vous êtes dans l'ironie. Je peux préciser. Oui, allez-y professeur. Dans quelle légitimité là? Je dis, il n'y a pas d'un côté la légalité et de l'autre côté la légitimité. La légalité est une forme de légitimité. Dans les légitimités, si on prend la typologie de Max Weber, c'est-à-dire le classement des légitimités de Max Weber, il y a la légitimité charismatique, où la légitimité est liée aux propriétés extraordinaires qu'aurait tel ou tel personnage. Il y a la légitimité traditionnelle, où la légitimité est liée à l'existence d'un ordre traditionnel qui sert en fait de fondation institutionnelle à un système. Il y a la légitimité patrimoniale, dans laquelle il y a un élément qui relève de la légitimité charismatique et de la légitimité traditionnelle. Et il y a la légitimité légale rationnelle, c'est-à-dire qui est précisément fondée sur ce que Weber appelait le droit rationnel. Donc, le débat légitimité contre l'égalité est un faux débat. Et c'est un débat qui est fondé sur une méconnaissance des structures de légitimité. Ça, c'est pour cela. Et là, il y a la légitimité populaire. C'est-à-dire qu'il y a des systèmes de pouvoir où l'acceptation des rapports de pouvoir et de ceux qui les expriment se fait sur la base de ce que c'est le peuple, c'est-à-dire la figure du peuple qui choisit ceux qui sont donc détenteurs du pouvoir dans un cadre donné en termes de mandat et en termes de durée. Il y a la légitimité théocratique, c'est-à-dire le porteur ou détenteur du pouvoir reçoit sa légitimité d'un ordre providentiel fondé sur Dieu. Il tient dans son pouvoir de Dieu, ainsi de suite. On peut multiplier les formes de... Et la légitimité du président Paul Biya est laquelle? En démocratie, il y a que formes. Le président Paul Biya est une légitimité légale
rationnelle. Et pas populaire. Tenons-nous-en. Merci. Non, C'est légal, bien, rationnel. c'est Attendons. C'est bien qu'elle ne soit pas populaire. Non, non, ne faites pas de manipulation, monsieur Niamé. Je suis moi, Mathias Eric Ounangini, quelqu'un qui a contesté la révision constitutionnelle d'avril 2008, au motif qu'elle ne bénéficiait qu'à une seule personne, n'est-ce pas? Pourquoi maintenant que l'ordre constitutionnel a changé, vous voudriez que quelqu'un, parce qu'il s'appelle Paul Biya, ne puisse pas bénéficier, puisque c'est à lui que alors que la loi fondamentale lui permet du droit de se présenter s'il le veut? Il faut que nous soyons sérieux. Nous devons être sérieux dans ce pays. Si M. Biya veut se présenter, il peut se présenter. Et ça, dans le cadre des institutions de la République du Cameroun, cette candidature est légitime. Il n'y a rien qui l'interdise. Maintenant, les gens qui veulent orienter ça sur le plan de la morale, parlons sociologiquement. Le Cameroun n'est pas une société d'ordre moral. C'est-à-dire qu'il y aurait un ordre moral unique que tous ceux qui sont des sociétaires de l'ensemble camerounais devraient respecter. Vous nous chantez tous les jours ici que le Cameroun, c'est une démocratie pluraliste. Qu'est-ce qui caractérise une démocratie pluraliste, sinon la pluralité de vues? Aussi bien la pluralité de vues idéologiques, la pluralité de vues morales, la pluralité de vues même institutionnelles, par exemple, qui crée les débats sur les formes de l'État, tout ce qu'on veut. Donc, je répète, si Paul Biya veut se présenter, il peut se présenter et sa candidature est légitime. Très bien. Du point de vue des institutions qui gouvernent la République du Cameroun. Mais je n'ai pas tout à fait terminé. Oui, allons-y. Toutes nos excuses à l'endroit de nos nombreux téléspectateurs pour cette coupure d'électricité. Cette fois-ci, nous fonctionnons avec notre générateur. C'est le professeur Ounangini qui avait la parole. On lui remet cette parole et il terminera. Allons-y, professeur. Oui, je dis que des gens aient des avis divergents, qu'il y en ait qui estiment que M. Paul Biya ne devrait pas se présenter. C'est leur avis. En pluralisme, ils sont libres d'exprimer leur avis. Mais il ne faut pas non plus, sur cette base, construire le terrorisme intellectuel. Qu'est-ce que vous mettez dans le terrorisme intellectuel? Je mets dans le terrorisme intellectuel la volonté d'intimider les opinions qui ne vous plaisent pas. Et ils estiment que Paul Biya ne doit pas se représenter. Mais il y a d'autres qui estiment que Paul Biya peut se représenter. Il y en a même qui estiment que Paul Biya doit se représenter. Alors, je voulais et ça fait partie du spectre des opinions. Très bien. Et en ce moment, ce qui tranche, c'est le souverain électeur. Si Paul Biya veut être candidat. Mais gardez quand même d'abord le microphone, professeur. Je vous posais la même préoccupation lors d'une production dans cette même chaîne. Au-delà de tout ce que vous venez de démontrer sur la légalité et la légitimité, ma question était celle-ci. Est-ce que tout ce qui est permis est bon? L'appréciation de ce qui est bon est fonction de la configuration de la société dans laquelle on se trouve. Est-ce qu'il y a un ordre moral unique au Cameroun? Non. De par la définition même de ces institutions, le Cameroun est une société pluraliste, c'est-à-dire où il existe des courants pluriels de valeurs et d'orientation. Bien entendu, même dans les sociétés pluralistes, il existe une forme de morale publique et même de morale institutionnelle. Très bien. Montrez-moi donc, sur la base de la morale institutionnelle qui existe au Cameroun, ce qui interdirait au président Paul Biya de se représenter. C'est compris, professeur. Docteur Aristide Ogmono, on vous passe également la parole. Je pense que le Cameroun est une terre de démocratie. Alors, en démocratie, justement, doit-on absolument exclure une candidature, même si elle jouit de toute sa légalité? Déjà, je ne suis pas d'accord avec une partie de l'analyse du professeur Mathias. C'est de votre droit. Concernant le rapport entre la légalité et la légitimité, quelque chose peut être légal et illégitime. Tout à fait. Par exemple, vous pouvez aller dans le buisson, aller établir un acte de mariage.
cet acte n'est pas légitime. Donc le mariage n'est pas légitime. Vous pouvez, oui, vous pouvez aller rencontrer un officier d'état civil, il vous signe un document, on vous dit c'est un document légal, mais forcément. Et deuxième chose, c'est que le professeur Mathias ne se rassure pas s'il y a légalité effectivement dans l'acte légal. Parce que l'acte légal peut être illégal, ce qu'il considère de l'acte légal. Il y a par exemple, au niveau de la candidature, sur la question de la candidature du président Paul Biya, le professeur Jacques Pamondongo a évoqué la légalité inhérente. Cette légalité inhérente-là est discutable. Et est même discutée, peut-être pas publiquement, mais elle est discutable parce que le président de la République, l'article 27 des statuts du RDPC, il est le candidat naturel, forcément. Mais seulement, il faut se poser la question simple. Est-il encore le président national du RDPC? Alors, on peut apporter un autre débat. Hein? Voilà, donc on peut revenir. Parce que le problème, c'est nous sommes tout à fait d'accord. Il est le président national. Et le président national est le candidat. Mais qui est le président national? Qui est le président national, étant donné que les mandats sont renouvelés après 5 ans et que le bureau politique peut proroger, et qu'à un moment donné, on se rend compte que le bureau politique n'a plus le quorum nécessaire pour pouvoir proroger. Ça signifie que le RDPC est orphelin de président. Le problème peut se poser en interne. Donc même la légalité inhérente pose problème. Mais moi, et ça se dit même déjà dans le RDPC. Exactement. Mais moi, j'aimerais rester sur l'approche purement sociologique et humaniste même qu'a abordé tout à l'heure Pierre Blaireau. Vous voyez, le professeur Mathias peut parler de l'exceptionnalité du Cameroun, de l'extraordinarité du Cameroun, du pluralisme exceptionnel du Cameroun. Mais toujours est-il que la démocratie a ses fondamentaux, tout comme l'humanisme a également ses fondamentaux. On peut être au Cameroun, on peut être n'importe où, mais avoir quand même quelqu'un qui a 100 ans à la tête de l'État, c'est quand même de l'inédit. Du point de vue moral, du président Paul Biya. Le président Paul Biya, s'il gagne encore, il va fêter son 100e anniversaire à la tête de l'État. Et je crois que du point de vue moral, il n'aura pas encore 100 ans. Il aura 91 ans, 99 ans, disons, quasi 100 ans. Voilà, quasi 100 ans. Alors, est-ce que ceux qui défendent sa candidature aujourd'hui, du point de vue moral, du point de vue humaniste, ils ont pitié de Paul Biya? Et aujourd'hui, il faut quand même le constater, sans faire dans la langue de bois, que le président de la République connaît un certain nombre de faiblesses. Faiblesses physiques. Le président n'est plus, c'est lui qu'on avait avant. La preuve en est qu'aujourd'hui, on est obligé de réduire le temps de certaines cérémonies pour essayer de l'accommoder. On a vu le président de la République, docteur, lors de la présentation des vœux, il y a quelques jours, qui semblait requinqué. Il prenait tout son temps, il discutait avec des personnalités, sans pression, il était debout, ainsi de suite. Réduit le temps, c'est déjà significatif de quelque chose. Et deuxièmement, aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi que lorsqu'il faut s'approcher du président de la République, il faut qu'on récupère vos téléphones. On filme désormais à distance. Il ne faut pas, on ne permet plus à n'importe qui de filmer le président de la République. Non, ce sont des exigences d'ordre protocolaire. Je ne sais pas ça n'a rien à voir avec une candidature à une élection. Si cette innovation est arrivée seulement après. Est-ce qu'il y a un rapport avec la candidature? Donc, juste pour vous faire savoir que le président de la République, physiquement, il est affaibli. Et on le ressent au niveau des performances même managériales. Alors, si je me maintiens à ce que vous êtes en train de vouloir démontrer, pour vous, le président Paul Biya ne devrait plus être candidat. Ça, c'est juste un élément. Je suis en train de dérouler. Donc, du point de vue humaniste, je crois que c'est lui qui a son grand-père qui avoisine déjà les 100 ans, ne le laisserait pas se risquer dans des intenses activités politiques comme une élection, comme une campagne électorale. Et aujourd'hui, au niveau de la performance managériale de l'État, ça se ressent. Le dernier conseil ministériel du président de la République date, je crois, de janvier 2019. Jusqu'à ce jour, le président de la République n'a pu réunir ses ministres. Et on assiste également à une certaine gestion par procuration de la tête de l'État, avec une floraison ou une multiplication, intensification des hautes instructions, des hauts accords. Tout est devenu haut au Cameroun. On se demande bien à quel moment le président lui-même, il décide. Et entre-temps, il y a une grande confusion entre la délégation des signatures et la délégation de pouvoir. On a l'impression que c'est lui à qui on a délégué la signature a finalement récupéré le pouvoir.
Et si on revient sur ce que nous, les en bas d'en bas, constatons de la gestion de l'État par le président Paul Biya, on va se référer au dernier communiqué de la conférence épiscopale. On va dire que, bon, 2 évêques, 3 évêques avaient parlé, mais là, c'est quand même la conférence épiscopale, sauf à dire que tous les évêques, cette fois-ci, se sont assis pour faire mal à Paul Biya ou pour dire au peuple camerounais que, à vous de prendre vos responsabilités. Je vais utiliser les termes du communiqué des évêques. Les évêques parlent de la situation dramatique du pays. Ça, ce sont les expressions. C'est la conférence épiscopale qui parle comme ça. Les gens attendaient ça. Voilà. Ils disent la paupérisation affligeante et scandaleuse, la précarité grammatique, la corruption et le vol généralisé. Quelque part, il revient sur des projets vides. Docteur, ça, ce sont des expressions. Docteur, est-ce que les évêques sont un baromètre de la vie de la nation? Première question, est-ce que les évêques ont été mandatés par le peuple camerounais de parler à leur nom? Si les évêques ne peuvent pas être considérés comme des leaders communautaires, je crois qu'il faudra peut-être aller en crier au paradis pour les envoyer ici au Cameroun. Est-ce que chaque Camerounais reconnaît en l'Église catholique? Au départ, c'était 2, 3 évêques. On estimait que ce n'était pas l'Église catholique. Maintenant, on vous dit que c'est l'ensemble de tous les évêques. On pose encore nos problèmes. Entre-temps, est-ce que les musulmans, eux, ils ont donné leur avis? Maintenant, est-ce que les témoins de Jéhovah ont donné leur avis? Mais je crois que c'est déjà la plus grande communauté. Est-ce que les pentecôtistes ont donné leur avis? Ça, c'est déjà important. Est-ce que les traditionalistes ont donné leur avis? Enfin, si vous le permettez, je crois que c'est déjà important de reconnaître que la plus grande communauté religieuse au Cameroun reconnaît les contre-performances managériales graves du président Paul Biya à la tête de l'État. Alors, est-ce qu'après ce diagnostic, il serait vraiment conseillé à un citoyen chrétien de militer pour une autre candidature de Paul Biya à la tête de l'État? Ça, c'était un élément. Maintenant, un autre élément. Docteur, est-ce que on ne peut pas appeler ça manipulation? La manipulation. Non, moi, je ne fais pas dans la manipulation. Je suis en train de dire qu'est-ce qu'il serait. Est-ce que ça veut dire, sauf à nous faire croire qu'après ce diagnostic, les évêques ou les leaders communautaires, que sont les évêques, nous demandent d'aller encore voter Paul Biya. La question de la légitimité populaire. Oui. Les taux d'abstention. Nord-Ouest, 5% de vote. Ouais. Sud-Ouest, de participation. Oui, de participation à la dernière élection. 5% au Nord-Ouest, 15% au Sud-Ouest. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Paul Biya est le président des anglophones du Nord-Ouest? Difficile. Est-ce qu'on peut dire, du point de vue de la légitimité populaire, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le président de la République est le président des populations des anglophones du Sud-Ouest? Je crois qu'on n'a pas besoin d'être opposant ou d'être un pourfendeur de l'ordre dominant pour comprendre qu'il serait préférable que le RDPC trouve un autre joker. Et je suis convaincu qu'il y en a dans leur rang. Très bien. Parce que du point de vue... Vous allez chuter, docteur. Nous sommes nombreux là, docteur Alexis Mono. Vous parlez depuis une dizaine de minutes. Vous pensez que Maître Assira est venu pour vous regarder développer? Il prenne mon temps. Et Limido dit qu'il préfère qu'on prenne son temps. Il y a des solidarités sur le plateau. Je suis solidaire de tous ceux qui expriment la vérité. Donc tu lui donnes ton temps. Alors, chutons, docteur. Alors, merci, Elibi. Donc, je disais tantôt que, en fait, ce n'est pas de la manipulation. Ce sont des petits baromètres qui nous permettent d'avoir la pression de l'état d'esprit des Camerounais aujourd'hui. Et maintenant, si Paul Biya doit aller aux élections, le professeur Mathias a dit le souverain électeur, voilà l'expression qu'il a utilisée. Est-ce que l'électeur au Cameroun est souverain? Voilà la question qu'il faut poser au professeur. Est-ce que l'électeur au Cameroun est souverain? Il ne peut pas être souverain du moment où le régime électoral est biaisé. Le régime électoral, ça veut dire l'ensemble des règles et des institutions est biaisé. Maintenant, le système électoral est également biaisé, c'est-à-dire au niveau de la pratique. Est-ce que dans cet environnement-là, on peut estimer que ce qui sortira des urnes exprimera effectivement la souveraineté de l'électeur? Très bien.
Merci, docteur. Passons donc la parole à Maître Assira. Maître Assira, lorsque j'écoute certains opposants au Cameroun, ils se focalisent un peu plus, c'est un constat que j'ai fait, sur l'éventualité d'une candidature du président Paul Biya. Avez-vous l'impression que pour l'heure, ça devrait être un problème très important, un problème sérieux dans le cadre de la politique nationale, ou alors ces oppositions devraient un peu plus se focaliser sur le programme politique, sur la stratégie politique, pour voir comment accéder au pouvoir? Non, je pense que nous autres citoyens, nous avons un double problème. Nous avons d'abord un problème au niveau du régime gouvernant et nous avons aussi un problème au niveau de notre opposition. Moi, je me demande comment cette opposition qui sait au lendemain d'une élection que la prochaine va avoir lieu dans un délai que tout le monde connaît, est toujours surprise par l'élection suivante et n'a pas entrepris ce qu'il faut pour se présenter au moins. Je ne dis pas que si elle avait fait ce qu'on peut imaginer, c'est-à-dire avoir une plateforme commune de gouvernement, désigner une candidature unique, avoir un programme, une proximité avec le peuple, la population, que ça aurait forcément changé les choses. Mais au moins, ils auraient démontré leur capacité à conquérir le pouvoir, ce qu'on ne voit pas. Et au jour où nous parlons, c'est-à-dire à peu près 8 mois de la prochaine élection, si elle n'est pas anticipée, parce que jusqu'à aujourd'hui... Et la loi peut justement donner plein de droits au président de le faire. On ne sait pas aujourd'hui exactement quel est le challenger. C'est pour ça que les questions, les préoccupations qui naissent portent aujourd'hui sur l'âge du président de la République. Votre question, effectivement, celle que vous nous posez, qui est celle de savoir, vous nous demandez pourquoi la candidature de Paul Biya dérangerait. Moi, je pense qu'elle dérange d'abord parce que je pense que si le président actuel se représentait, il avait toutes les chances du monde, il a toutes les chances du monde de l'emporter. Je laisse de côté les questions légalistes, légitimité et autres, pour rester purement et simplement factuel, j'allais même dire terre à terre. Si le président actuel se présente, au regard de la configuration des choses, c'est-à-dire la loi, son statut, sa présence, le fait qu'on n'organise pas une élection pour la perdre, qu'il a sur le terrain... Comment ça, on n'organise pas une élection pour la perdre? Je ne vais pas rentrer dans ces petites préoccupations. C'est camerounais ou bien vous parlez de manière générale? En général, on n'organise pas une élection pour la perdre. Il a des relais locaux au niveau des préfets, sous-préfets, des chefs traditionnels et autres qui font que, de mon point de vue, il a beaucoup de chances de l'emporter. Ce qui, moi, me pose un problème, c'est qu'il aura vaincu. À vaincre sans péril, on triomphe souvent sans gloire, mais surtout qu'il va manquer un problème de la responsabilité. Moi, je pense que la responsabilité de celui qui va être désigné, qui a été élu dans ces conditions, ne lui donne pas la possibilité de pouvoir changer véritablement les choses. On l'a vu d'ailleurs lors de l'élection précédente. Il a fait une seule sortie de campagne où il a été à l'extrême nord, il n'a rien promis de particulier, et résultat des courses, pendant les 7 ans qui ont suivi, il n'a rien fait. Il ne pouvait rien faire puisqu'il n'avait rien promis. Et c'est exactement... Vous pensez qu'en 7 ans, le président Paul Biya n'a rien fait au Cameroun? Je ne peux pas dire qu'il n'ait rien fait. Pour être vraiment honnête, il y a eu des choses qui ont été faites, mais qui ne sont pas à la hauteur, à la dimension, non seulement des besoins, mais également des capacités réelles d'un président de la République qui finalement a sur lui tous les pouvoirs. Il y a le pouvoir militaire, il y a le pouvoir politique, il y a le pouvoir judiciaire, il y a le pouvoir populaire. Donc, quand on voit ce résultat, il y a quelques temps, on a été interrompu par une coupure d'électricité. Elle a duré quelques minutes parce que votre groupe Relais a justement pris. Beaucoup de citoyens n'ont pas cette possibilité, qui parfois sont obligés de travailler de leurs mains pour pouvoir gagner leur pain. Bien. Et nous avons donc beaucoup de défaillances comme ça, qui, de mon point de vue, sont des défaillances conjoncturelles, mais qui définissent, qui traduisent des difficultés structurelles. Et qui, de mon point de vue, ne peuvent être que le fait du président de la République qui est le seul élu. Ce qui, moi, m'ennuie, c'est qu'une fois qu'il a été élu, le président de la République n'est plus là. C'est-à-dire, au lendemain de sa prestation de serment ou de la composition du gouvernement, on ne voit plus du tout le président de la République. Toutes les difficultés qui peuvent se présenter, on ne sent plus le président de la République. Pire encore, vous avez un certain nombre de défaillances que nous avons pu voir, qui sont les défaillances de choses de la vie de tous les jours, qui sont les défaillances dans la réalisation des projets, parfois de ses propres programmes, qu'il n'arrive pas à réaliser. Et quand je le dis, ce n'est pas moi qui le dis. Tous les 31 décembre, il fait lui-même un diagnostic sans complaisance de la situation du Cameroun. Bien. Donc on se demande, est-ce que ce président a
la volonté politique. On a l'impression que dans les éléments de la volonté politique, pour pouvoir changer les choses, elle est relativement difficile à apercevoir. Mais au-delà de la question de la volonté politique, a-t-il même encore simplement la capacité de changer les choses? Lorsque, ayant fait ce diagnostic, on l'a écouté encore il y a à peu près 18 ou 19 jours, il nous a dit, en brossant la situation du Cameroun aujourd'hui, quelles étaient les difficultés, etc. Mais dès que le 1er janvier arrive, on ne voit plus du tout l'aptitude de cet homme-là à essayer de changer quelque chose. Donc, il va déléguer le pouvoir à des gens qui, eux, n'ont pas, je vais revenir peut-être un peu, la légitimité, c'est-à-dire qu'ils ne répondent pas devant le peuple. Et donc, par conséquent, ils ne peuvent pas. Ils peuvent très facilement s'abriter derrière l'incompétence parce que ce n'est pas eux qui sont là. Donc, cette façon de gouverner, au bout du compte, sur la durée, je pense, moi, au bout de 7 ans, plus 7 ans, au bout de 2 ans déjà. 42 ans plus, dans 7 ans, 49 ans, je ne suis pas certain que... Moi, je n'ai rien de particulier, encore une fois. Je ne dis pas ça pour... Moi, quand j'entends les gens dire le président de la République peut se représenter, c'est un truisme, ça va de soi. Et je pense même qu'avoir à l'affirmer est un peu, voilà, malsain dans la mesure où on n'a pas besoin de le dire. Ça va de soi. Parce qu'à côté, les autres disent qu'il ne doit pas se représenter. Quand les gens disent ne doit pas se représenter, c'est qu'il ne peut pas se représenter. En face, d'autres personnes disent qu'il ne doit pas se représenter. Si vous allez... Est-ce que ce n'est pas aussi normal que d'autres disent qu'il doit se représenter? Si vous allez... Quand une question a été tranchée par la loi, oui, tout débat dessus est, de mon point de vue, à mon avis, il doit emprunter à d'autres ressorts que le simple débat. Ça signifie donc que c'est un faux débat, comme vient de dire le professeur. Point de vue légal. Oui, oui. Parce que la loi tranche le débat en question. Nous ne sommes pas... Il n'y a pas que la loi qui nous Nous donc. Parce qu'il n'y a pas que la loi qui nous oriente. Tout à fait. Si on s'en tenait uniquement à la loi, Oui. il est évident qu'à partir du moment où la loi n'a pas fixé une limitation d'âge pour être candidat à une élection présidentielle, le problème ne se pose pas. Que le président de la République, au niveau de l'âge, même s'il a à 99 ans, s'il voulait encore se représenter à l'élection d'après, Il pourrait se représenter. Merci beaucoup. Mais tel n'est pas le sujet. Le problème, c'est qu'est-ce qu'il fera de ce mandat? Quand tu regardes dans le passé, tu vois la décrépitude dans laquelle on peut être aujourd'hui. Un Cameroun qui a été laissé à l'abandon avec les problèmes de tribalisme, de corruption, de népotisme, de favoritisme, de clientélisme et autres. Vous vous dites, ce bilan-là, lorsque vous n'avez pas, le président de la République a été élu, il avait 47 ans. Il avait 47 ans quand il est devenu président de la République. 49 ans, d'accord. Si à cet âge-là, il n'a pas pu faire quelque chose qui pouvait être je vais dire, qui pouvait permettre selon Maître Assira, le bilan du président Paul Biya est catastrophique, c'est ça? L'Église catholique l'a dit. Je pense non, Maître Assira n'est pas l'Église catholique. Il parle en son nom. Le président de la République a répondu à votre question. Qu'est-ce qu'il a dit? Le 31 décembre. Il a dit que dans son bilan, il y a beaucoup de choses qu'il aurait pu modifier, qui auraient pu être changées. Et il les a citées. Et au jour où je vous parle, on se demanderait s'il n'a pas pu le faire du temps où il avait la plénitude de ses moyens physiques. Parce qu'on peut parler, gloser à l'infini sur la loi. Je vais dire que la nature est également une loi. Voilà, donc la nécessité, la nature ne s'est peut-être pas écrit, mais c'est également une loi. Et donc si ça n'a pas pu être fait aussi facilement du temps où il avait la capacité, l'aptitude à le faire, aura-t-il plus de possibilités de le faire? Voilà, c'est ça le On passe la parole à Elimbi Lobé. Elimbi Lobé, en l'état actuel des choses, est-ce que nous devons en déduire que si le président se présente, il gagnera encore? Ou alors, au Cameroun, en l'état actuel des choses, n'est-il pas possible que l'opposition puisse battre le président Paul Biya à travers les urnes? L'opposition doit s'organiser pour battre le candidat du RDPC, qu'il soit Paul Biya ou un autre. Mais Paul Biya n'est pas un candidat du RDPC ordinaire. C'est pour cela que sa candidature pose des problèmes. Vous catégorisez les candidatures au sein du RDPC? Oui, au sein même de tout le pays. Dans le RDPC, c'est le président du parti qui a fondé ce parti et qui est à la tête de ce parti depuis. Il n'est donc pas comme un autre militant. Le sujet que vous mettez est éminemment important pour notre société. Dès lors que ce sujet amène les gens à réagir
et certains à entrer dans des activités intellectuelles qui visent à tromper l'opinion. Quand nous parlons de la légitimité de la candidature, les intellectuels du pouvoir, ils organisent un discours qui vise à amener les gens à parler de la légalité. Alors qu'ils n'ont entendu nulle part le problème de la légalité. La légalité, c'est la conformité à la loi. Un point, un trait. On peut faire un grand sophisme, mais moi, ma petite formation de physicien voudrait que je parle des choses compliquées en des termes simples, sinon personne ne va comprendre. J'ai ici la définition de la légitimité selon le dictionnaire juridique. Je suis sur Google. Définition de la légitimité. La légitimité est la conformité à un principe supérieur qui, dans une société et à un moment donné, est considéré comme juste. La notion de légitimité ne recouvre pas celle de la légalité, qui est plus restreinte et qui caractérise ce qui est seulement conforme à la loi. Je termine. La notion de légitimité est contingente de la culture. C'est-à-dire qu'elle renvoie à la culture, au vécu des gens, aux valeurs culturelles qui sont en place. La légalité s'apprécie en fonction du droit positif. Dans le langage quotidien, ces notions sont souvent employées l'une pour l'autre. Ce qui est légal est-il nécessairement légitime? Le dictionnaire a posé la question. Et j'ai gardé pour notre pays ce que dit les Saintes Écritures depuis des millénaires. Paul dit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 28, toutes choses sont permises, c'est-à-dire la loi. Mais toutes choses ne sont pas avantageuses. Donc, ce qui est conforme à la loi peut ne pas être bon. Toutes choses sont permises, mais toutes choses ne bâtissent pas. Il est donc question ici d'apprécier ce qui se fait au regard de ce que cela peut être profitable à l'élévation des mentalités, à la culture. C'est dans ce sens que je salue Assira. Je te salue. Je te salue parce que dans le corps des avocats, tu apparais comme constituant la conscience morale de ce corps. Et je vous demande de prendre la parole. Prenez la parole pour que ce qui va se faire ne soit pas une question de légalité, parce que le problème de la légalité ne se pose pas. Mais que ce qui va se faire soit de nature pour les générations à venir à élever la conscience de la société. Lémi Lobé, attendez un peu. C'est un peu compliqué ce que vous êtes en train de dire. Nous sommes en République. Vous dites que nous devons laisser de côté la légalité. Non, c'est pas ce que vous êtes en train de dire quoi? Laisse-moi plutôt vous dites que le problème de l'égalité... Tu verras ce que... C'est la Bible qui est le fondement de la République. Tu verras ce que... Est-ce que les candidatures sont validées au Cameroun en fonction des écrits bibliques? Non. Les candidatures sont validées en fonction des écrits. Les écrits de la Constitution. Je te dis que dans le code électoral, oui, qui définit les critères très bien légaux d'examen d'une candidature. La candidature du président Paul Biya ne se pose pas. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Je veux simplement te faire comprendre qu'au regard de la loi, même un fou peut être candidat au Cameroun. La loi dit qu'il faut avoir 35 ans, il faut avoir vécu 12 mois continuellement, il faut être de nationalité camerounaise, et c'est tout. Et ne pas avoir d'interférence avec les puissances étrangères. Ça, c'est les conditions d'inéligibilité. Donc, un fou au Cameroun qui a vécu pendant 1 an ici, qui a vécu 12 mois ici, qui a 35 ans, peut être candidat. Il y a un fou ici à Efoulan, moi je le vois depuis 2 ans. Toi, parfait à ici, couché sur un lit, et d'ailleurs,
Monsieur Garga Amanadji vient de faire une publication. Lui qui a été 2 fois candidat contre Paul Biya, il dit que même couché sur une civière, Paul Biya sera élu. Ce qui veut dire, d'une part, que lui n'avait donc jamais raison d'être candidat contre Paul Biya, puisqu'il savait que Paul Biya va toujours être élu. Mais ensuite, il dit que l'état de santé n'est pas un critère d'appréciation. Sur le plan légal, il a raison, mais il existe, et c'est ce que la Bible nous dit, que la légalité n'est pas le seul fondement de l'appréciation de ce qui est bon. Merci beaucoup. Je n'ai pas terminé, laisse-moi continuer en une minute, pour dire aux gens que, comme le recteur, comme les femmes d'Ongo et les autres, la Bible a aussi évoqué l'existence de telles personnes. C'est le terrorisme intellectuel. Elle dit, intimider les gens. Elle dit dans 2 Timothée chapitre 4, verset 1 jusqu'à 4. Ça, c'est pour le recteur. Oui. C'est le terrorisme intellectuel. Pour le recteur. Et pour les gens qui lui ressemblent. Terrorisme ici. Terrorisme intellectuel. Voilà. La Bible dit. Lis-nous ça. Je t'ordonne, c'est Paul qui parle à Timothée. Je t'ordonne solennellement devant Dieu et Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Et par sa manifestation et son royaume, prêche la parole. Fais-le en instance, en époque favorable. Fais-le avec insistance, en époque favorable, en époque difficile. Reprends, reprimande, exhorte avec toute patience et avec l'art d'enseigner. Car, et il commence à nous parler, il y aura une période où ils, au pluriel, ne supporteront pas d'enseignement salutaire, mais selon leur propre désir, ils accumuleront des enseignants, comme celui-ci. Des enseignants. C'est une mise à l'index. Pour eux-mêmes. C'est de l'inquisition que vous faites. Ils accumuleront des enseignants pour eux-mêmes. Des enseignants pour eux-mêmes. Pensée réactionnaire. Afin de faire agréablement caresser les oreilles. C'est une pensée d'inquisition. Et ils détourneront leurs oreilles de la vérité. Tandis qu'ils se tourneront vers des fables. Quand vous venez sur des plateaux de télévision, enseignez que quelqu'un qui a 92 ans, déclaré, qui a déjà travaillé 60 ans, vous qui n'avez pas encore travaillé 30 ans, vous venez dire que quelqu'un qui a travaillé 60 ans. Là, je termine. Est-ce que la loi permet à celui qui a travaillé? Nous avons déjà fini ce débat. C'est le débat des manipulateurs. Parce que l'Église, quand elle a parlé, finalement, qu'est-ce que nous devons respecter en République? C'est la loi ou bien c'est la Bible pour lui? Deux choses à respecter dans une République. Oui. La loi, et au-dessus de la loi, la morale. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Ok. Alors, je termine. Non, attendez. Le président, ce que je voudrais que le lire les messages. Je finis. Ce que je veux que le président sache. Depuis, vous ne finissez pas. C'est que l'histoire de l'Afrique montre que ceux qui tiennent ce type de discours placent le président dans une sphère dangereuse. Mobutu a fait 32 ans au pouvoir, nous savons comment il est fini. Non, on connaît déjà ce que vous allez dire, Limi Lobé, c'est bien. Il y a une longue liste de présidents qui... Abi Bourguiba a fait 30 ans au pouvoir, nous avons vu comment il est fini. Nous lisons des messages d'abord. Ce n'est pas dans des élections qu'il est fini. Nous lisons des messages. Alors, c'est des menaces. C'est le message... Ce sont des menaces. C'est le rappel historique des dangers de le président. Vous êtes dans l'intimidation. Parce que vous êtes ceux qui pensent qu'à l'intérieur de cette famille, après 42 ans, personne dans cette famille politique n'est capable de remplacer le président et de continuer son œuvre. C'est de ça qu'il est question. On vous a compris, Limbi Lobé, on vous a compris. Permettez donc à certains de réagir au niveau du téléphone. Nous prenons d'abord cette
avis de Natacha Bongono du RDPC. Elle dit 2016, prorogation du mandat du président national du RDPC jusqu'à la tenue du prochain congrès. Article 18, alinéa 2. Paul Biya est et demeure le président national du RDPC. C'est l'information indiscutable et actée dans mon parti, le RDPC. Apprêtez-vous, mes chers amis, à affronter le Sphinx. Bonjour, monsieur Parfait. Bonne émission à vous et à vos invités. Et Natacha Bongono conclut en disant, dites à Dr Aristide Mono que Paul Biya est notre joker. Oui, on ne vous dit pas de ne pas l'avoir comme joker. On vous dit simplement que cela est révélateur de votre déni de vos propres compétences. Permettez-nous de lire. Les téléspectateurs vous écoutent avec grand intérêt. Permettez également à certains de donner leurs avis. Bonjour et heureuse année à tout le panel, particulièrement au docteur Mono et monsieur Elimbi Lobé. Mon avis sur cette thématique, le professeur Mathias, fait de la malhonnêteté intellectuelle, du fait qu'un travail avait été fait de manière systémique en amont pour la conservation du pouvoir. Aujourd'hui, le président est victime du temps, longue durée, grandissant, cahier de charges non respecté sur tous les plans, et aujourd'hui, il présente des signes de fatigue physique visible. À l'œil nu, dire que s'il décide de se représenter, c'est son droit de le faire parce que c'est la démocratie, c'est manquer de foi et dire que la fin de ce mandat, et s'il en sort déjà victorieux, il pourra se représenter, même étant en fauteuil roulant comme Bouteflika en Algérie. Et ce sera toujours la démocratie selon lui. Aimons-nous ce pays à approuver de telles pensées? Atebe Yene doit se retourner dans sa tombe. En ce moment, à entendre le professeur dire ce genre de choses aujourd'hui. Le RDPC est un parti d'idolâtrie désormais. Autre préoccupation, allons au plus 49. Il s'agit là de l'Allemagne. Que dit le téléspectateur de l'Allemagne? Bonjour Info TV. Tous ceux qui demandent au président Biya de se représenter ont juste peur que Kamto prenne le pouvoir. Vu qu'une élection présidentielle sans Biya redistribue les cartes et sans Biya, aucune chance pour le RDPC. C'est Isaac qui envoie donc ce message. Autre message également ce matin. Prenons ce message du 225. Il s'agit là de la Côte d'Ivoire. C'est un téléspectateur de la Côte d'Ivoire. Malheureusement, j'ai perdu le message. Alors, je récupère ce message de la Côte d'Ivoire. Je l'ai enfin. Alors, que dit le téléspectateur de la Côte d'Ivoire? Bonjour au panel. J'avais dit et je confirme, le président Biya ne sera plus candidat selon la révélation du Seigneur. Dieu aime le Cameroun. Paul Biya surprendra le peuple. Il ne sera pas candidat. Abdoulaye d'Abidjan. Meilleurs vœux à vous parfait et aux panélistes. Professeur Mathias Eric Ouanangini, est-il possible, et là, je veux l'analyse du politologue, est-il possible que dans quelques mois, le président puisse surprendre le peuple camerounais en disant justement à ce peuple, je pense que j'ai fait ce que j'ai pu, je me retire? Monsieur Haïssi, si vous m'avez écouté, j'ai toujours dit que le président Paul Biya peut être candidat s'il le veut. Ça veut dire que s'il ne le veut pas, il ne sera pas candidat. Mais c'est une lapalissade. Maintenant, c'est facile de dire que c'est une lapalissade. Pourquoi c'est compliqué si c'est une lapalissade? Monsieur Haïssi, si je mange, si je veux, je mange. Et les Bilobé. Mais dire à quoi? Il y a la nourriture. Tu veux manger, là, tu réponds. Si je veux, je mange. Vous avez parlé tout à l'heure pendant une professeur, il faut avoir là de professeur, vous m'empêchez de puisque vous avez raison, vous m'empêchez de parler. Le président ou de toi, vous m'empêchez de parler, puisque vous avez raison. Laissez-moi parler et on constatera que je n'ai pas raison. Tout le monde a droit à la parole ici. Voilà pourquoi nous parlons de libre expression. Tout à fait. Professeur Onangui, je dis, il faut éviter l'imposture. L'imposture, et je le maintiens,
c'est de dire que la légalité n'est pas une forme de la légitimité. Non, c'est pas ça. automatique. On a des Monsieur Monod, c'est un faux débat. ou alors vous avez appris la science politique. Mais vous on n'avez ne pas parle appris la pas science de la loi. On parle de la loi. Vous n'avez pas appris la science politique. Je suis désolé, monsieur. Non, vous avez dit tout à l'heure que vous êtes pas physicien. ça. Moi, je suis C'est la volonté pédagogue. générale. Elie Lobé, Pourquoi vous m'empêchez de parler? Mais comment? Je répète. Oui. La légalité est une forme de la légitimité. Si la légalité est conforme à la conscience et du du débat. point de... Laissez-moi parler. Quand vous parlez, je vous interrompais. Et sur le plan linguistique, légitimité et légalité ont la même racine. Ça veut dire que ça se rapporte à la même chose. Quand il y a donc des conflits de légitimité, qu'est-ce qui tranche? C'est la loi. C'est-à-dire quand les Camerounais, dans votre logique de manipulation, vont se mettre à se battre. Oh, Pobia doit être candidat. Non, Pobia ne doit pas être candidat. Il faut bien qu'il y ait une instance d'arbitrage. Et c'est la loi. Et c'est la loi. C'est une fausse piste Lex. dans laquelle tu nous embarques. C'est la loi. C'est une Lex. fausse piste. Duralex, c'est de l'ex. La loi n'est pas C'est de contestée. l'ex. La loi n'est pas contestée. Lex. C'est de l'ex. La loi n'est pas contestée. Monsieur. Et vous n'appréciez pas l'attitude du président. Laissez-moi parler. Non, vous ne pas te laisser. Quand vous parlez, je vous appelle temps de débat. Vous nous faites parler. Vous avez parlé. Personne ne parle de la loi. On parle de la loi, monsieur. Non, la loi est le conteste la loi. principal de la légitimité en République. Ce n'est pas la Bible qui est le critère de la légitimité. De la conformité de cette candidature. La candidature est légale. À nos valeurs. Nous allons Vous n'allez pas manipuler les Camerounais. Pas capable de nous Parce que pour finir, monsieur Haïssi, Finissons vraiment, c'est professeur. comme si on devait jouer la finale de la Champions League. Oui. Real de Madrid va jouer contre Dortmund. Et subitement, les gens décident que soit Mbappé, soit Vinicius ne peut pas jouer. Vous trouvez que ces gens sont sérieux? Mais Mbappé et Vinicius sont jeunes, hein? Merci bien. On parle du caractère indispensable. Il fallait attendre ton On parle du caractère pour lui dire que si à 92 ans, tout le monde va dire que oui, d'accord, mais on a compris. On va jouer de 92 On passe la ans. parole avec C'est la peur, c'est la faiblesse qui nous dérange. Les coups d'État, la parole. C'est le terrorisme intellectuel. S'il vous plaît, nous passons la parole à Maître Assira. Maître Assira, vous êtes juriste. Le professeur Wanangini invoque même un principe de droit. Duralex, cette lex. La loi est dure, mais c'est la loi. Oui, mais alors Et alors, est-ce qu'il y a un problème de candidature du président Paul Biya? Votre question. Pourquoi nous passons 2 heures de temps à parler de cela? Parce que c'est vous qui avez d'abord inscrit cette question À l'ordre du jour. dans le, Et que nous nous sommes passés dans un tribunal pour parler que de la loi. dans le débat. Voilà, tout à fait. Mais votre question, c'est de savoir, est-ce que nous pensons que, est-ce qu'on ne risque pas d'être surpris que plus tard... Oui, qu'il puisse se dire, par exemple, oui. Moi, je doute fort que cela se... Et vous appuyez sur quels indicateurs? J'essaye déjà de voir. Quand je compare, je pense qu'il y a un pays qui nous ressemble un peu, qu'on aime beaucoup à détester, qui est la Côte d'Ivoire. Oui. On a à peu près un système voilà, identique. Ouattara vient de dire qu'il se sent encore en santé, Tout à fait. et qu'il sera à nouveau candidat, alors qu'en 2020, il disait que c'était son dernier mandat. Bien. Le président de la République du Cameroun n'a pas fait autre chose. Il nous a dit que lui, Ça Le C'est président, la détermination. oui. Voilà, Mais oui. sauf que le président n'a jamais dit que dans les années antérieures qu'il partirait. Il nous a donné d'abord une constitution qui l'empêchait d'être candidat au-delà de 14 ans d'exercice. Bien. Allons-y, maître. Le président a quand même, à un moment donné, je crois il y a à peu près 3 ans, entrouvert la possibilité qu'il ne soit plus là. Lors d'une interview qu'il donne à une journaliste, une conférence de presse, voilà, qu'il donne à une interview, il dit qu'il est possible qu'il retourne au village. Donc nous avons intégré cette possibilité-là comme faisant partie voilà, des éléments qui peuvent se présenter à nous. Or, aujourd'hui, il n'y a aucun élément. Tout se présente comme ça s'est présenté par le passé. Moi, je n'ai pas dans l'analyse qu'on doit faire des faits politiques, on doit aussi parfois s'appuyer sur
ce que nous avons observé auparavant. Et dans ce que nous voyons aujourd'hui, nous retrouvons exactement le même schéma, le même mode de fonctionnement que ce que nous avons vu auparavant. Et ça qui a abouti... C'est pour ça que Lumbi voit déjà la défaite. Non. Bon, voilà qui ne le laisse pas parler. Et qui a abouti à la candidature du président de la République. Je dois dire que chez lui, c'est presque pavlovien. Ça fait à peu près, on dit 60 ans qu'il y est, 42 ans. Donc, moi, j'ai du mal à l'imaginer, voilà, pris d'un accès de vertu à un moment donné et décider que là, pour une fois, il va y arrêter, alors que tout le monde autour de lui, j'ai l'impression que l'agitation d'ailleurs à laquelle on assiste est encore une mise en scène politique pour faire comprendre déjà à l'opinion que c'est lui qui va être candidat et que lui ne fait que répondre à la volonté de ses militants à laquelle il ne pourrait pas se soustraire. Donc je pense que c'est un peu actuellement la mise en scène, la préparation des esprits à ce que l'actuel président va se présenter. D'autant que, encore une fois, le président ne fait que se présenter et une fois qu'il s'est présenté et qu'il a été élu avec l'appareil que je viens de vous décrire, il ne fait plus rien par la suite. Donc finalement, qu'est-ce que lui, il a à perdre? Merci. Je voulais juste terminer sur ce point en vous disant que si on avait effectivement voulu que le président, et c'est pour ça que je fais le rapprochement avec Ouattara, la préparation d'un dauphin. À aucun moment on ne voit dans l'ombre, je pense même que d'ailleurs en l'état actuel des choses, je me demande, quand je dis nous sommes pris entre deux feux, entre l'opposition d'une part et le pouvoir. Moi je dis, même à l'intérieur du pouvoir, si vous nous interrogez ma conscience profonde, si Biya reste, ça me pose un problème. S'il s'en va, ça me pose encore un problème. Et finalement, qu'est-ce que nous faisons? Oui, effectivement, parce qu'il nous laisse, si je peux prendre une minute de professeur Assira, Biya nous laisse dans l'impasse parfaite ici. À l'intérieur de son parti, Famen Ndongo est né en 51. 50. Voilà. Donc Famen Ndongo est âgé de 75 ans. C'est-à-dire c'est un grand-père. Et quand on interroge un grand-père, vous savez, il dit qu'il n'y a pas d'abonnés à ce numéro. Famen Ndongo est l'un des plus chevronnés en termes de professorat au Cameroun et en Afrique. Il dit qu'il n'y a pas d'abonnés. Si les Famen Ndongo ne peuvent pas être abonnés, c'est de son droit. C'est de son droit. C'est pour ça. Je vais clarifier ma pensée. Parfait Aïssi est journaliste. Si on demande à Parfait Aïssi, est-ce qu'il peut accepter de diriger la CRTV et qu'il dise qu'il n'a pas d'abonnés, je vais le gifler. Parce que tu es déjà qualifié pour le faire. Mais lui, du grand frère je dis que tu n'as pas demandé qu'on enlève Chandongo. Mais si tu dis qu'il n'y a pas d'abonnés, ça veut dire qu'en dehors de Chandongo, quand Chandongo pourrait partir, la CRTV va rester à volo. Il y a des abonnés à l'intérieur du RDPC qui sont ostracisés. Très bien. Docteur Monon, il se voici un abonné. Ah bon? Voici un abonné. On n'a même pas de numéro de Docteur Monon, le fait que le président Paul Biya soit candidat, est-ce que c'est une bonne chose pour le peuple camerounais ou alors c'est une mauvaise chose? Déjà, parfait, il faut préciser que le problème posé ces derniers jours n'est pas porté par l'opposition, le parti d'opposition. Ces derniers jours, on a suivi les leaders des formations politiques de l'opposition. Le professeur Maurice Kamto n'a jamais dit que la candidature de Paul Biya gêne son parti politique. Cabral Libi n'a jamais dit que la candidature de Paul Biya gêne son parti. Thomaino Damjoya n'a jamais dit cela. Le problème est porté par des acteurs sociaux, qu'on peut qualifier d'acteurs de la société civile. Le problème a été alimenté davantage par les évêques. Monseigneur Cléda, l'évêque de Ngaoundéré et celui de Yagua. Après, on a eu la sortie de la conférence épiscopale. Donc, il faut déjà préciser à l'endroit de nos téléspectateurs que ce ne sont pas les opposants qui posent le problème. Ce sont les acteurs de la société civile, sauf si a établi des connivences entre la conférence épiscopale Docteur Monon, et les partis de l'opposition. Est-il possible que les évêques soient manipulés?
Je ne par je ne l'opposition. crois pas, sauf à donner trop de pouvoir au professeur Maurice Kamto Ouakabra. Moi, je n'ai pas parlé du professeur Donc, moi, je Kamto, parle de l'opposition. Je parle de l'opposition, dont les figures de l'opposition. Parce que dire qu'ils ont été manipulés pour agir au nom des Si jamais de également, l'opposition, Dr Mono, je dis si jamais, la conférence, entre guillemets, c'est pas comment on appelle ça. Épiscopale. Non, moi, je ne parle pas de la conférence épiscopale. Moi, je suis du côté des musulmans. Des imams, oui. C'est la conférence des imams se lève aussi demain Pour dire et qu'elle ici, veut Paul Biya. pour dire que la candidature du président Paul Biya C'est de n'a leur aucun camp. problème. C'est de leur Est-ce que camp. vous allez également accepter ce point de vue des musulmans? Non, les musulmans c'est- ne peuvent pas non, le non, faire. c'est de leur Non, droit. non, ils ne Mais peuvent pour même pas le le moment, faire. ils ne l'ont pas encore Ils ne fait. peuvent même pas Par le faire. conséquent, on s'en Alors, tient si à ce les qui a été témoins de déjà Jéhovah fait. se lèvent demain Pour le aussi moment. pour dire que la Attendons candidature voir. de Paul Biya est la On en bienvenue, discutera vous serez également le moment venu. tolérant. On en faut me discutera poser le cette moment question. venu. Là, c'est un Mais ce témoin que de je Jéhovah. voulais, Posez-le. parfait, ce que je voulais juste vous faire savoir, c'est il a que parlé. nous ne devons pas donner l'impression que ce sont les partis d'opposition Opposition. ou des leaders de l'opposition camerounaise qui demandent En l'état actuel c'est des la choses, hein, société Dr. civile. Mono, en l'état actuel des choses, je voudrais vraiment aussi avoir votre regard là-dessus. Avez-vous l'impression que cette opposition camerounaise ou ces oppositions soient véritablement à même pour l'heure d'affronter une véritable élection? Est-ce qu'elle est prête, l'opposition, ou alors elle se focalise à parler des choses entre guillemets par moments inutiles? Est-ce que vous savez que si on organise une élection libre et transparente au Cameroun, quel que soit le candidat qui sera en face, Paul Biya sera battu? Ah bon? Oui, je dis bien quel que soit, parce que le problème ne se situe pas au niveau de l'opposition d'un parti X. Le problème se situe, comme je l'ai toujours dit, entre les en bas d'en bas et les en haut d'en haut, c'est-à-dire le bas peuple et les jouisseurs. Lorsque vous essayez de voir ce qui a été fait au niveau de la loi des finances, avec la pression fiscale, avec l'inflation qui ne fait que grandir, avec des situations sécuritaires non maîtrisables depuis des années. Si on prend par exemple le cas du NOZO, le dernier rapport d'International Crisis Group qui date de 2020 parlait déjà de près de 6 000 morts. Alors, dans ce genre de situation, est-ce qu'il est possible qu'un peuple qui est vraiment libre, qui s'exprime librement, puisse apporter son soutien à un ogre dominant qui totalise autant de contre-performances managériales? Donc, le problème ne se pose pas au niveau de la capacité de l'opposition à pouvoir battre Biya, mais en termes de liberté d'action au peuple camerounais de pouvoir s'exprimer. Et cela commence donc par la libération totale du jeu. Il faut libérer le jeu électoral au Cameroun. Paul Biya nous a fait savoir l'autre jour qu'il n'avait jamais entendu que la coalition de l'opposition a eu à déposer des propositions chez lui à la présidente de la République. Ça veut dire qu'il ne regarde pas la télé, il ne suit pas les médias de manière générale, lui dit qu'il n'a jamais. Et entre-temps, si on tombe donc d'accord que Biya était sincère sur ce coup, sur sa parole, est-ce à dire donc que il y a des dossiers de la nation, des grands dossiers de la nation qui peuvent disparaître soit au niveau du courrier, soit au niveau du secrétariat général de la présidence de la République, soit au niveau du cabinet civil. Et entre-temps, que fait donc Biya lorsqu'il apprend qu'on lui a caché un dossier aussi important? Donc, il faut Il a dire... certainement donné des instructions. Non, il a dit à Tomaino Damjoya, à en croire le communiqué qu'elle a eu à produire, qu'il n'a jamais eu vent de ce genre de courrier au niveau de son service. Merci, docteur. Jamais, pourtant, on en a parlé au niveau des médias. Alors, il y a le 250 qui s'invite à ce débat. S'il s'agit du Rwanda, que dit le téléspectateur du Rwanda? Bonjour le panel et bon dimanche à vous. Il y a plusieurs qui s'accrochent au président, tout simplement parce que toute leur carrière professionnelle est basée sur le régime. Si le président décide de prendre sa retraite, ils seront obligés de le faire aussi. Donc pour eux, il est hors de question qu'il y ait changement, mais hélas, ils sont pris au piège. Nous sommes arrivés au terme de ce débat. Il est Bilobé, on va pas faire un débat de 5 heures de temps. Pas une Est-ce que cette information est vraiment capitale, Elie Bilobé? Oui, très important, puisque vous nous faites réfléchir sur la perspective de battre le président. Non, c'était pas ça le débat. Alors, j'étais à Douala, à la direction régionale de Elections Cameroun, pour voir quel est le nombre de cartes d'électeurs en souffrance. Pour le littoral, il y a 51 618 cartes d'électeurs. Vous n'êtes pas il n'y a pas de communicateur d'Elekam ici. Non, c'est pour dire aux gens que levez-vous
allez prendre vos cartes d'électeurs pour pouvoir, le moment venu, participer à l'élection qui n'appartient pas seulement c'est bon, c'est compris. Il ne me reste qu'à remercier tout ce chaleureux et valeureux panel de ce dimanche qui m'a encore accompagné. Merci à notre invité permanent, le politologue Mathias Eric Ouonanguini, fait précédé de professeur. Merci à maître Claude Assira. Sa présence nous a véritablement fait du bien avec l'éclairage sur le plan juridique. Merci au politologue docteur Aristide Mono pour la toute première fois qui était sur Libre Expression. Il a fait le déplacement de Douala pour Yaoundé. Infiniment merci à celui-là qui fait souvent également ce même déplacement. Abel Elimbi Lobé. Pierre Bléreux-Niemek restera mon consultant. N'oubliez pas la rediffusion de ce programme. C'est ce soir à partir de 21h. Mercredi prochain, deuxième rediffusion à partir de 14h. Tout en vous souhaitant une excellente fin de semaine. Néanmoins, une question à vous poser avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?